J'ai beaucoup parlé d'individus un peu étranges sur la chaîne. Et quoi de plus dérangé qu'un humain qui en mange un autre? On imagine bien qu'une fois ces individus démasqués, ceux-ci finissent leur jour derrière les barreaux. Et ben c'est pas le cas de tout le monde. Car aujourd'hui les amis, nous allons parler d'un cannibale japonais ayant sévi à Paris et ayant fini ses jours complètement libre. Cette vidéo se fait en collaboration avec Yop, qui se trouve derrière la chaîne Twitch Le Rendez-vous de l'étrange et le podcast du même nom, où l'on retrouve des cas d'affaires étranges, de true crime et autres affaires mystérieuses. Il est également derrière le podcast Avant d'aller dormir. J'aime beaucoup son travail et je suis ravi de collaborer avec lui aujourd'hui. Je vous mets tous ces liens dans la description et merci à lui. Et sans attendre, si on vous parlait de Issei Sagawa, le cannibale japonais à Paris, ça vous intéresse ? Le samedi 13 juin 1981 à Paris, dans le bois de Boulogne, le soleil est haut dans le ciel. Il fait beau et la température est idéale pour se promener. C'est d'ailleurs ce que s'est dit un couple, se baladant aux abords du lac, non loin du restaurant Le Chalet des Îles. Leur promenade est cependant troublée à la vue d'un homme. Un homme d'origine asiatique, de très petite taille, qu'il est important de souligner, car il peine à soulever de lourdes valises. Le couple s'interroge et propose son aide à l'homme, qui décline. Tandis que ceux-ci s'éloignent, le petit homme pousse ses lourdes valises dans l'eau, mais ne tombe pas au fond et reste sur le rebord. L'homme en panique s'enfuit en courant, tandis que l'homme du couple, intrigué, va observer le contenu des valises. Elles sont maculées de sang et enveloppées dans des serviettes se trouvent des restes de corps humains. La police est prévenue et se rend sur les lieux afin de récupérer les morceaux. L'autopsie révèle que la victime est une jeune femme ayant la vingtaine. Le crime a été odieux. Les bras, les jambes et la tête ont été détachés du tronc. Les seins ont été sectionnés. Sur la tête, il manque aussi le nez et les lèvres. Et de nombreux morceaux de corps sont manquants sur les restes de la pauvre jeune fille, notamment sur les fesses. Qu'avait donc le tueur en tête ? Pas de blague sur les puzzles, pas de blague sur les puzzles, pas de blague sur les puzzles. Un puzzle ? Merde ! Pour les enquêteurs, les témoignages des passants du bois de Boulogne sont cruciaux. Le principal suspect est un homme d'origine asiatique, de petite taille. D'ailleurs, un chauffeur de taxi va se manifester. Il a pris un homme en course ce jour-là. Un homme asiatique, de petite taille, avec 2 énormes valises. Et cela l'avait étonné, parce qu'il s'attendait à déposer l'homme à l'aéroport, mais non, l'homme voulait se rendre au bois de Boulogne avec ses 2 valises. Et mieux encore, il indique à la police l'adresse de l'homme en question. Au 10 rue Erlanger, dans le 16e arrondissement de Paris. La police se rend donc sur place et interroge le gardien sur le profil du suspect. Et le profil correspond à un homme asiatique de petite taille, un certain Issei Sagawa. Sagawa est arrêté et n'oppose aucune résistance. Les policiers lui passent les menottes aux poignets qui glissent, les mains de l'homme étant trop petites. Il ne semble ni étonné ni effrayé. Il va seulement rétorquer « Je sais pourquoi vous êtes là. C'est parce que j'ai tué mon ami René, n'est-ce pas ?» C'est le 26 avril 1949, dans la ville de Kobe, au Japon, que naît Issei Sagawa. C'est le fils d'un couple aisé financièrement. Son père, Akira Sagawa, est un riche industriel. À l'âge de 2 ans, Issei contracte une encéphalite japonaise, une maladie virale extrêmement mortelle chez les plus jeunes enfants, mais Issei Sagawa va en réchapper. Cependant, la maladie n'a pas été sans conséquences, car elle va drastiquement affecter sa croissance. Issei aura tout au long de sa vie une apparence frêle. Ce début de vie difficile va pousser ses parents à le surprotéger, d'autant que le couple avait déjà perdu auparavant un enfant en bas âge. Ses parents feront tout pour qu'il grandisse et qu'il prenne du poids, notamment en le gavant, mais sans résultat. Et ce rapport à la nourriture va le hanter. Peut-on manger de la chair humaine ? Il va alors développer un intérêt pour tout ce qui touche à l'anthropophagie, notamment de nombreux contes pour enfants mettant en scène des ogres qui mangent des enfants. La curiosité va se transformer en obsession. L'envie de manger de la chair humaine va s'installer en lui et ne plus le quitter. J'ai essayé de dire à mon frère que quand je voyais une belle fille, j'avais envie de la manger. Mais mon frère n'a pas compris. Il a ri. Alors j'ai eu vraiment honte. Et j'ai pensé que je n'en parlerai plus jamais à personne d'autre.
Les années passent, et Issei Sagawa a maintenant la vingtaine. Il est passé par l'adolescence, et forcément, sa sexualité se développe. Néanmoins, le côté sentimental, affectif et sexuel, il va les associer au cannibalisme, trouvant dans le fait de manger un être humain quelque chose d'érotique. Il va aussi se découvrir une attirance toute particulière pour les européennes. Et justement, non loin de chez lui, vit une fille allemande. Et pour Issei, ça c'est incroyable. Car déjà qu'il est rare d'avoir des filles blanches à proximité de chez lui, en plus, elle est très belle. La tentation est trop grande, et il va décider d'y céder. Un soir, il va se munir d'un masque, d'un couteau et d'un parapluie. T'inquiète. Il va s'introduire par la fenêtre de la jeune femme, enlever ses chaussures et s'approcher d'elle. Mais il trébuche, ce qui la réveille. Et donc elle va hurler et commencer à frapper Issei. Alors lui, il se défend comme il peut en donnant des coups de parapluie, mais rappelons qu'il est quand même tout chétif. Et du haut de ses 1m50 et de ses 35 kg, il se fait maîtriser par la jeune Allemande. Il arrive quand même à s'enfuir par la fenêtre, mais sans chaussures. Il peine à courir et se fait rattraper. J'ai voulu me sauver, mais elle m'a attrapé le poignet. C'était une femme très grande et très forte. Il est arrêté pour tentative de viol, qu'il préfère ne pas nier, parce que ça reste toujours moins grave que d'avouer ses projets cannibales. Akira, son père, règle l'affaire en offrant une grosse somme d'argent à la famille de la jeune fille, et Issei n'est pas inquiété. Issei Sagawa poursuit ses études, et demande à son père d'aller étudier en France. Et celui-ci accepte. C'est donc en 1977 qu'Issei Sagawa débarque à Paris, pour aller étudier à la faculté de Censier. Bien sûr, son père va ouvrir le portefeuille, et lui payer un appartement au 10 rue Erlanger dans le 16e arrondissement de Paris, en plus de lui donner pas mal d'argent de poche. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'une partie de l'argent qu'il donne à son fils sert à payer des prostituées. Car pour lui qui fantasme sur les européennes, c'est le paradis. Seulement, avoir des rapports sexuels n'est plus suffisant. Ce qu'il veut, c'est manger une femme. Et au cas où, Issei va se procurer une arme dans une armurerie, un 22 long rifle. Juste au cas où. Ouais, pour les sangliers à Paris. Issei a du mal à s'intégrer. Il est timide, et paraît froid, et a peu confiance en lui. Et l'écart culturel est déstabilisant pour lui comme pour les autres étudiants. Cependant, l'une de ses camarades se détache du lot. Elle se nomme Renée Hartvelt, une jeune femme venue des Pays-Bas. Renée est prévenante avec Issei. Elle est gentille et lui accorde de l'attention. En plus de ça, Renée est incroyablement belle et souriante. Sa beauté et sa gentillesse fascinent Issei, qui va peu à peu se lier d'amitié avec la jeune femme. Une amitié qui ne convient pas à Issei, qui évidemment désire bien plus de la part de Renée. Seulement, c'est pas réciproque. Il va à plusieurs reprises l'inviter chez lui pour étudier et partager un repas, ce qui va définitivement le faire tomber amoureux d'elle. Seulement, cette gentillesse qu'elle a à son égard n'est pas exclusive. Il l'a vue à plusieurs reprises faire les mêmes sourires à d'autres garçons, rire à leurs blagues et accepter leurs invitations. Leur relation n'est alors pas si exceptionnelle que Issei voulait le croire. Il est blessé, terriblement blessé, ce qui va réveiller en lui son pire fantasme refoulé. Ce que je veux dire est très important et il vaut mieux que je parle en japonais. À cause de mon désir cannibale, ma personnalité a été sérieusement... Comment dire... Elle a été dévorée par mon obsession. Issei, qui jusque-là n'avait pas eu le courage de passer à l'acte, va jeter son dévolu donc sur Renée Hartvelt. Il le sait, ce sera elle. Il va tenter une première fois. Elle est là, assise devant lui, va se munir de son fusil, le pointer sur sa tête, mais il n'aura pas le courage. Il va se dégonfler. La semaine suivante, les deux jeunes gens se retrouvent une nouvelle fois chez Issei pour étudier. Renée continue de lire le texte commencé la semaine précédente. Elle lit, Issei va chercher son fusil, se met derrière la jeune femme, pointe le fusil contre sa tête et appuie sur la détente. Mais rien ne se passe. Il rappuie sur la détente, toujours rien. Il commence à paniquer et va poser son fusil, prend un couteau et le repose. Il sait pas quoi faire. Toujours dans la précipitation, il va prendre un gaz lacrymogène, va appuyer et va faire tousser la jeune femme, qui ne remarque
pas grand-chose finalement. Issei va donc finir par abandonner. En tout cas pour aujourd'hui. Il va un jour l'inviter de nouveau chez lui, en prétextant devoir travailler sur un texte en allemand très important. Elle va accepter et se rendre chez Issei. Le jeune homme est nerveux. Il a réfléchi, des jours et des nuits entières, s'il devait passer à l'acte et comment s'y prendre. C'était l'occasion, pouvoir enfin manger une femme, qui plus est, Renée, dont il est fou amoureux. Il va enfin pouvoir la posséder pleinement, elle sera tout à lui. La jeune femme se trouve chez lui, en train de réciter un poème allemand. Issei prétend devoir l'enregistrer sur cassette. Et donc Renée lit le texte à voix haute, couvrant les bruits derrière elle, mais lui n'en écoute rien. Son esprit est tourmenté par des pulsions bien plus fortes que lui. Renée ne voit rien de ce qui se passe derrière son dos. Elle ne voit pas Issei se munir d'une carabine. Elle ne voit pas le canon se diriger derrière elle. Issei vient de tirer sur la jeune femme au niveau de la nuque, ce qui l'a tuée sur le coup. J'ai pris le revolver et j'ai visé et j'ai tiré. Et elle est tombée de la table. Il y avait trop de sang. Son visage était tout pâle. Et j'ai pensé, je dois appeler la police. Ou une ambulance, vraiment. Mais tout à coup, j'ai réalisé que pour mon fantasme, je l'avais tué. Le corps de Renée Hartvelt est allongé au sol. Et Issei Sagawa se tient debout au-dessus d'elle, choqué par ce qui vient de se passer. Il reste comme cela hébété durant plusieurs secondes. Plusieurs longues secondes. Et il panique. Son premier réflexe est de vouloir appeler la police. Mais il se ressaisit, prend une grande inspiration. Non. Toute sa vie, il a attendu ce moment. Ce n'est pas maintenant qu'il va reculer. Il transporte le corps jusque dans la baignoire, la déshabille, et je vous passe les détails de ce qu'il fait. Maintenant, il va laisser libre cours à ses fantasmes. Il va retourner le corps de la jeune femme et se mettre à mordre ses fesses. Les mordre très fort. Cependant, ça l'étonne, il n'arrive pas à arracher un morceau de viande. Il va découper la poitrine de sa victime et faire cuire les 2 morceaux à la poêle. Il sera d'ailleurs étonné que ce ne soit pas constitué de viande, mais de graisse. Il va alors continuer de découper la jeune femme, petit bout par petit bout, mettant ces morceaux de viande dans des boîtes qu'il dispose dans son frigidaire. Et Issei Sagawa réalise donc son plus grand fantasme, l'obsession qui l'a hanté toute sa vie, manger une femme. Mon couteau n'était pas assez long, alors j'y ai été à la main pour arracher un peu de chair et la porter à ma bouche. Après ça, j'ai fait l'amour à son corps et j'ai essayé de l'embrasser. Pour la première fois, j'ai pu dire à haute voix « je t'aime » en français et j'ai été secoué par un immense frisson. Il déguste toutes les parties possibles. Nez, lèvres, bras, épaules, cuisses, fesses, organes génitaux, avec plus ou moins de plaisir selon les morceaux. Et il le fait en écoutant le dernier enregistrement de la voix de Renée, ce texte allemand qui parle de la mort. J'ai gardé certains morceaux de viande au frais. Je les ai conservés au réfrigérateur. J'en ai mangé de temps en temps. Mais je ne pouvais pas en manger trop. Contrairement à ce qu'il pensait, la chair est beaucoup trop résistante. Afin de garder le plus de souvenirs possible de ce moment qu'il avait tant fantasmé, il va prendre en photo les restes de la jeune femme. Il va, pendant quelques jours, manger les restes dans son frigo. En parallèle, pour sauver les apparences, il continue sa vie comme si de rien n'était. Il va continuer à rédiger sa thèse et aller au cinéma avec des amis pour aller voir West Side Story, que je n'ai pas vu. On s'en fout. Il va aller acheter une hache et une scie électrique pour procéder au découpage du corps. Il craint que le cadavre ne commence à dégager des odeurs qui alerteront les voisins. Il y passera des heures, prendra les dernières photos pour immortaliser son crime, puis ira acheter 2 énormes valises dans lesquelles il mettra les restes de Renée. Il va appeler un taxi et traîner péniblement les valises dedans. Une fois arrivé au bois de Boulogne, il peinera encore à les traîner. Étrangement, Sagawa, depuis qu'il avait découvert ce lieu, s'était dit que c'était l'endroit parfait pour se débarrasser de preuves accablantes.
quelle qu'elle soit. Il aurait pu choisir la Seine, ou bien un lieu moins fréquenté, mais c'est bien le bois de Boulogne qu'il a choisi pour jeter les restes de la jeune Hollandaise. Il avance avec difficulté vers l'un des lacs du bois et échoue à y jeter les valises. Un homme, curieux, s'approche, l'interroge au sujet des valises. Il tente d'ouvrir l'une d'entre elles et constate qu'elle contient un corps humain en morceaux. Alors Issei prend la fuite. Il va rentrer chez lui et manger encore des parties de la jeune femme. Il se doute que le coup du bois de Boulogne est un fiasco et que tôt ou tard, il serait interrogé et inculpé. Résigné, il se rend sur les Champs-Élysées et va dans un grand restaurant, où il commande une salade niçoise, en guise de dernier repas. Moi perso, une salade niçoise, ça me ferait chier, mais chacun ses goûts. Le lundi 15 juin, Issei Sagawa est arrêté à son domicile. Une perquisition a lieu, et la police retrouve dans son frigidaire les restes de René Hartwelt, au moins 6 ou 7 kilos. Il retrouve le fusil ayant servi à la tuer, et retrouve un appareil photo dans lequel on retrouve des clichés du corps de la jeune femme. Lors de son interrogatoire, le japonais ne nie pas les faits qui lui sont reprochés. Il est au contraire très coopératif et docile, et livre en détail le déroulement du drame. Les policiers notent, durant l'interrogatoire, sa non-émotion et l'absence de regret. Durant son incarcération, on ne sait comment, Issei Sagawa parvient à avoir un cliché de René Hartwelt qu'il affiche fièrement dans sa cellule. Il va même essayer d'entrer en contact avec les parents de la jeune femme pour en apprendre plus sur sa victime. Cannibalisme, pour moi, ce n'est pas les choses horribles. Ce n'est pas des choses sales choses. Ce n'est pas des criminels, ce n'est pas de tout. C'est une sorte d'expression de l'amour. Des psychiatres s'occupent de Issei afin de comprendre son état psychologique et de déterminer s'il est responsable ou non de ses actes. Il est clair qu'Issei Sagawa est atteint d'une perversion sexuelle flagrante. Il a développé des traits névrotiques obsessionnels assez marqués qui avaient été observés au cours de l'adolescence. Ordre, minutie, méticulosité, obstination, possessivité. On note également des tendances passionnées, de la psychorigidité et des ruminations obsédantes sur la mort et des idées suicidaires à plusieurs reprises. Ces pathologies mentales s'ajoutent aux séquelles qu'aurait provoqué son encéphalite et pourraient expliquer une altération de son jugement durant les faits. Il est donc déclaré non responsable et suite à un non-lieu, Issei Sagawa évite la prison et il est transféré dans un hôpital psychiatrique où il va rester un peu plus d'1 an, où les membres de l'équipe médicale semblent apprécier le petit japonais. Celui-ci est sympathique, poli et courtois. Il est charmant. Les autorités et les experts médicaux français font extrader Issei Sagawa vers le Japon, laissant son soin à sa patrie d'origine de s'occuper de l'homme et de l'interner dans un établissement psychiatrique à son arrivée sur le territoire. En mai 1984, il est donc de retour au Japon, et ce sont de nombreux journalistes qui l'attendent. À son grand étonnement, il est devenu très célèbre dans son pays. Comme convenu, il intègre un hôpital psychiatrique, d'où il sortira 1 an plus tard. Les psychiatres, jugeant qu'il n'a aucune pathologie mentale et ne souhaitant pas contester le diagnostic français, disant qu'il n'est pas responsable de ses actes, Issei Sagawa ressort complètement libre. Oui. Évidemment, je ne voulais pas recommencer, mais je ne suis pas psychiatre, donc vraiment je ne connais pas. C'est pour ça que je voulais savoir pourquoi j'ai eu le pulsion de ce genre. Mais aucun psychiatre ne savait pas analyser. Il est libre, mais il ne compte plus désormais sur la fortune de son père pour vivre. Il éprouve des difficultés à trouver un emploi, sa notoriété funeste n'aidant pas. Alors il va changer de ville et de nom pour enseigner le français dans une école. Mais à chaque nouvel essai, il sera reconnu et licencié à chaque fois que son identité sera révélée. Il est piégé par sa célébrité, la célébrité. Effectivement, même si les actes qui ont fait sa renommée sont sordides, il fascine. Et Sagawa décide donc d'en tirer profit. Il va jouer le jeu à fond et vendre son image. Il donnera de nombreuses interviews où il racontera son crime. Il sera invité à parler des crimes de ses compatriotes japonais, les journalistes appréciant avoir l'avis d'un autre criminel. En parallèle de tout cela, il va écrire plusieurs livres où il raconte son crime et son passage en prison. Tout au long de sa vie, il sortira une dizaine de livres, dont un manga qui détaille en dessin
le meurtre de René. Je n'ai jamais essayé d'être vedette jusqu'à maintenant. C'est la société qui m'a poussé. Il va s'improviser également critique culinaire et va participer à l'inauguration de nombreux restaurants de viande, chacune de ses apparitions attirant la curiosité des gens. Il va se mettre à la peinture et va faire commerce de ses toiles, qui auront pour thème les petits chats. Non, le cannibalisme, bien sûr. Et comble du mauvais goût, Issei Sagawa va jouer dans des films érotiques, le mettant en scène avec des jeunes femmes européennes, mimant des actes de cannibalisme. Le crime de Issei Sagawa a bouleversé toute sa famille. Son père a dû démissionner de son poste de PDG suite aux actes de son fils, et il considérera cet acte comme un fardeau qu'il portera toute sa vie. Sa mère, elle, a développé des problèmes mentaux suite au meurtre de René. Le frère de Issei, lui, portant le même nom, y sera associé et cela lui portera préjudice tout au long de sa vie, cela ayant même rebuté la famille de sa fiancée qui refusera sa demande en mariage. De tous, c'est certainement Issei qui s'en sortira le mieux, capitalisant sur un meurtre sordide et horrible, qu'il racontera toujours fièrement à qui veut l'entendre. Certaines personnes sont choquées par le fait que je me montre en public. Ils disent « c'est un cannibale, un criminel ». Parfois, je me demande pourquoi je suis vivant. Je devrais être mort. Issei ne commettra plus jamais de meurtre après sa libération. Le mal qu'il causera ne sera pas d'ordre criminel, mais moral. Vieillissant, Issei Sagawa va s'installer dans un petit appartement de Tokyo avec son frère, où il restera paisiblement jusqu'à sa mort le 24 novembre 2022, des suites d'une pneumonie. Malade ou non, responsable de ses actes, ou pas, ressentait-il un minimum de remords, ou était-il vraiment fier de ses actes? Difficile à dire vu les contradictions de l'homme. Quoi qu'il en soit, ses actes étaient horribles, et il n'aura jamais payé les conséquences. Encore une fois, merci à Yop d'avoir participé à la vidéo. Je vous invite à rejoindre sa chaîne Twitch, sa chaîne YouTube, et ses différents podcasts sur les différentes plateformes. Je vous mets tous les liens en description. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt.